sont un peu pour moi donc les deux extrémités du spectre donc formel de l'analyse visuelle, d'où le titre évidemment un peu fantomatique de cette séance, donc spectre de l'analyse visuelle. Donc ils sont très éloignés en termes, disons, vraiment esthétiques, et en même temps, ça vous dit peut-être aussi mes limites à moi, c'est-à-dire ils sont quand même très proches parce que ce sont quand même des analyses matérialistes, tous les deux. Donc matérialistes au sens plasticien, et au-delà d'ailleurs chez Emmanuel Lefranc et Christopher Nex, et matérialiste au sens quand même critique et pour moi marxiste chez Gisèle, parce que voilà, la première fois que j'ai vu Maître Matisse, ça m'a immédiatement fait penser aux analyses de Marx et Engels sur Gensu par exemple. Enfin voilà, un travail très fort sur la dimension politique d'une iconographie, pour le dire très, très sommairement. Voilà donc les raisons de mon choix. Et peut-être maintenant, je laisse la parole aux auteurs eux-mêmes qui parleront bien mieux de chacun de leurs films. Alors on commence peut-être par Gisèle. Merci à toi d'avoir accepté déjà de faire cette carte blanche. Et ensuite, je dois dire qu'on était assez étonnés en recevant le programme que tu avais fait, où on se retrouve avec Emmanuel et moi-même dans la sélection. Et on a mis un moment à réfléchir effectivement par rapport à ton texte, comment ça pouvait fonctionner, quoi. Et j'en suis ravie, effectivement. Alors bon, d'autre part, je dois dire que je suis très flattée que tu aies parlé de Jean Vigo et donc de son point de vue documenté, parce qu'effectivement, c'est un peu comme ça qu'il faut parler de Maître Matisse, parce que ce n'est pas un documentaire, et c'était peut-être un film d'essai, mais on ne sait pas trop où le placer, quoi. Parce qu'il y a la bande-son, il y a l'image, et c'est deux chemins qui vont parallèlement, qui se rejoignent quand même par moments, très souvent, vous allez voir. Mais voilà, le traitement est différent des deux côtés, mais c'est nécessaire pour que le film existe. Voilà. Donc, je sais pas, Emmanuel, peut-être que tu as plus à dire. Bien sûr. Je peux dire un petit mot, après évidemment on rentrera peut-être plus dans le détail. Ouais. Juste sur le contexte du film, c'est un film que j'ai réalisé donc avec Christopher, avec qui j'ai partagé un appartement pendant quelques années, qui aujourd'hui vit à Amsterdam. Et on est parti en vacances à Licoudi, qui est une des éoliennes, une des îles au large au nord de la Sicile, au large de la Sicile. Et il se trouve que moi j'avais lu ce livre, qui est un livre très court, plusieurs fois, et je le faisais découvrir à Christopher, qui s'appelle Le Mont Analogue, qui est un roman inachevé de René Daumal, qui a été écrit entre 1938 et 1944 jusqu'à le jour de sa mort. Inachevé puisque le livre se termine, je crois, au 5e chapitre, en plein milieu d'une phrase. Et voilà, je vous donne juste ce contexte-là, ensuite on parlera du reste après que vous ayez vu le film. Donc on a filmé en 16 mm et ensuite on a gonflé le film en 35, ce que vous allez voir ce soir. Bonne séance à tous alors, et à tout à l'heure. Bonne projection. Je ne sais pas par où commencer. Par ton film, par exemple. Je peux raconter pas mal de choses sur ce film de 4 minutes, mais je n'ai pas envie d'en parler 15 minutes. Il y a peut-être des questions. Mais il y a peut-être des questions. Voilà. Je crois qu'il n'y en a pas. Non, mais je vais donner quelques pistes de réponse à des questions, voilà. En tout cas quelques pistes de lecture. Voilà, ce livre dont je vous parlais tout à l'heure, Le Mont Analogue, peut-être à préciser que c'est une sorte de livre culte dans la région de Grenoble, précisément parce que c'est un livre qui parle d'alpinisme et de montagne, et que autour de toute cette troupe de gens qui gravitent autour de l'atelier NTK et du cours d'intervention Metenkin, des gens qui sont attachés au cinéma argentique, qui ont développé le premier labo Make It Yourself Lab en France, ce qui a permis ensuite la naissance de l'Abominable
qui est cité dans ton générique, justement, tu as développé quelques images de là pour le film, sont aussi des gens qui sont passionnés de montagne, et donc ce livre a circulé de main en main, et les gens qui font partie de cette troupe connaissent tous ce récit. Et il s'agit d'une sorte de roman pataphysique, hein, on peut qualifier comme ça. T'as un type qui fait des savants calculs et qui découvre que ces montagnes qui sont évoquées dans les religions et les traditions anciennes, comme le Sinaï ou le mont Olympe, il découvre par une somme d'arguments qui sont comme ça intriqués les uns avec les autres, que cette fameuse montagne existe quelque part dans l'hémisphère nord, en plein milieu de l'eau, et qu'à cause d'un certain nombre de propriétés physiques particulières, les marins qui passaient devant ne peuvent apercevoir cette montagne qui est à la fois une montagne et une île, à cause de les rayons. C'est des règles optiques très complexes et puis surtout assez absurdes, font que l'île et la montagne échappent à leur vue. Donc ils se retrouvent avec un groupe de personnes et ils essayent de monter une expédition vers cette montagne. Et ils se retrouvent en plein milieu de l'océan et ils attendent des jours et des jours pour finalement profiter d'une brèche qui s'ouvre au moment du lever du soleil et arriver jusqu'à l'île en question. Et ils découvrent que cette île est gérée par des grands alpinismes. Donc ce sont les guides de montagne en fait qui ont l'autorité en quelque sorte sur la population. Et toute la société est organisée autour du fait qu'il faut gravir la montagne en question. Et il commence son ascension et le livre s'arrête là. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus, n'en sais pas plus. Et on s'est retrouvé avec Christopher sur cette île paradisiaque dans les éoliennes. Et il se trouve que c'est un caillou, c'est une montagne aussi, c'est une île un peu particulière parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de route, il n'y a pas de voiture. Et vous arrivez là-bas, il faut grimper, ça monte très, très fort. Et quand vous êtes arrivé là-haut, évidemment, vous voyez la mer, c'est la Méditerranée, c'est magnifique, vous avez envie de vous baigner, mais vous savez aussi qu'il va falloir descendre quand même pendant 45 minutes et ensuite remonter pendant 1 heure, et que vous aurez perdu très rapidement le bénéfice de la baignade en remontant. Et donc en fait, l'activité principale se résume à regarder ce paysage que sont les autres îles éoliennes dans le loin. Et on passait donc notre temps à regarder ce paysage. Et parfois, ce temps était rythmé par l'arrivée des ferries, 2 ou 3 fois par semaine, je crois, et par le son de cornards qu'ils font en passant pour annoncer leur approche. Et on avait depuis longtemps, comme ça, un petit peu le fantasme de faire un film ensemble. On avait apporté nos Bolex. Et on s'est vite rendu compte que la seule chose qu'on pouvait filmer, c'était ce paysage, et la seule chose qu'on pouvait enregistrer, c'était ce son. Et c'est à partir de là qu'on a créé la matière de ce film que vous avez vu ce soir, sachant qu'on a évidemment beaucoup transformé tout ce qu'on avait récolté, le son en particulier, mais aussi l'image, puisqu'on a utilisé une technique que j'avais utilisée dans un film précédent qui s'appelle Le Pays dévasté, qui est la technique de traitement croisé, c'est-à-dire qui consiste à développer des pellicules dans des bains qui ne leur sont pas appropriés. Développer la pellicule négative dans des bains inversibles ou la pellicule positive dans des bains négatifs, etc. Toutes sortes d'expérimentations qui peuvent se faire. Ça donne lieu à des essais assez longs parce que vous sortez des images qui sont soit toutes blanches, soit toutes noires. Et surtout, vous n'avez aucun repère que pourrait vous donner l'industrie pour développer ces pellicules, puisque précisément, elles ne sont pas faites pour être développées dans ces bains-là. Et on a aussi beaucoup travaillé à la tireuse optique, et notamment, on a fait un certain nombre de superpositions qui se sont ajoutées dans les distorsions d'image au traitement coloré créé par le traitement croisé. Et puis, peut-être pour l'anecdote, je me souviens qu'on a fait, l'image est très dégradée, comme vous pouvez le voir, puisqu'elle a donné lieu à un certain nombre de couches et de tirages successifs, de manière à obtenir des caches.
et a créé cette matière-là. Et je me souviens que dans la tireuse optique, il y avait c'est un tout petit viseur, vous voyez, et on était 2, 3, 4 couches différentes. Et je me souviens avoir regardé dans le viseur et m'être tourné vers Christopher et lui avoir dit I don't think I can see an island. Et du coup, c'est devenu le titre à la fin, parce que je voyais rien dans le viseur, il y avait tellement de couches, et toutes nos images, en fait, ce sont des îles qu'on voit au loin, donc en principe, on devait voir une île. Et on a tout de suite adopté ce titre-là, il m'a dit tout de suite, it could be a good title. Et parce que ça nous a semblé tellement évident à la lecture du mot analogue que ça pourrait être intéressant, puisque précisément le film traite d'un fantasme, d'une montagne imaginaire. On ne sait pas très bien à la fin, le lecteur ne sait pas très bien à la fin si la montagne en question existe ou si c'est une simple hallucination qui est racontée a posteriori. Voilà. Quand même, s'instaure un rapport extraordinairement antagonique en fait entre le titre et la description qui suit. Où en une dizaine de plans, au contraire, se déclinent les apparences d'une île qui est aussi peut-être un fantasme, qui est peut-être aussi un nuage de temps en temps. Enfin, voilà, tout ce travail figuratif que vous faites sur le motif de l'île. Et c'est pour ça que pour moi ça devient un objet très théorique quand même, ce débat, cet antagonisme, cette antithèse en fait entre ce que déclare le titre et ce qu'ensuite déploie le film. Et c'est aussi pour ça que ces deux films, le vôtre et puis celui de Gisèle, me semblaient raccordés, semblaient pouvoir être conjoints, parce que tous les deux, donc tous les trois, puisque Christopher est là aussi, mais vous partez en tout cas, vous affichez d'abord les difficultés à voir, et donc à savoir. Et pour moi, c'est des démarches qui sont devenues très rares, en fait, parce qu'on vit tous sous l'empire d'un sens, qui est le regard, tout ce qui est attaché à l'œil. On a l'impression que c'est le sens dominant, c'est celui qui nous donne le plus accès au monde, en fait. C'est celui par lequel on reçoit le plus d'images et on a l'impression qu'on maîtrise quelque chose de notre environnement. Et donc, c'est évidemment le rôle d'un cinéma de recherche fondamentale, que de repartir au contraire de l'impossibilité à voir ou des difficultés à voir, et donc évidemment à savoir. Donc est-ce que, au-delà de cette trouvaille d'un titre extrêmement fort, comment vous avez conçu ce rapport entre titre et film, titre et image plus exactement? Alors c'était aussi parce que, pour rebondir sur ce que vous dites, c'était on a fait une sorte de découverte comme ça formelle qui peut paraître triviale mais qui est intéressante et qui est ensuite concrétisée dans le tout dernier plan du film, qui est que si vous avez une ligne d'horizon qui est créée à l'aide d'une montagne, très souvent en fait vous avez une sorte de creux. Et ensuite, la montagne qui s'élève et ce creux qui repart de cette manière-là. Et à la tireuse optique, on s'est rendu compte de ça en chargeant les films par erreur à l'envers. Et on s'est rendu compte qu'en inversant la plupart de nos images, en les mettant tête bêche, en réalité, quand on crée un petit peu la confusion entre le positif et le négatif, et que du coup la vision, pour le regardeur, il n'est plus tout à fait clair de ce qu'est le ciel ou de ce qu'est la terre, en avançant l'image, en fait, la montagne est recréée comme ça, de l'autre côté du fait de la forme que crée l'horizon. Et c'était peut-être une manière de dire que aussi on peut imaginer, voir quelque chose quand bien même on ne le voit pas réellement. Et que tout peut devenir montagne, tout peut devenir île à partir d'un certain nombre de transformations et d'opérations menées lors de la fabrication du film. Et voilà. Trop de choses à ajouter. Parce que moi, quand j'ai découvert le film, donc il y a quelques mois, j'étais vraiment éblouie. Parce que c'est éblouissant plastiquement, de toute façon, c'est comme un flash de beauté. Mais
voilà, il y a aussi cette déclaration inaugurale qui fait qu'on a l'impression que c'est un film, par exemple, qui peut équivaloir à la lecture d'un texte de Bazin sur l'asymptote, c'est-à-dire voilà, aussi intensément, aussi brillamment, aussi analogiquement on décrit le monde, pour autant on ne voit rien. Voilà, et moi c'est ça que je trouve... c'est pour ça que pour moi votre film c'est comme un marqueur dans l'histoire des pensées du cinéma. Voilà, je peux faire un cours sur Bazin, mais je peux en 4 minutes montrer votre film et on comprendra la même chose et peut-être on refreinera mieux d'une certaine manière, parce que les images s'impriment fort, les vôtres, et puis les sons aussi. Mais voilà, je me demandais si vous aviez, bien sûr il y a Thomas qui vous a inspiré, mais est-ce que toute cette tradition de réflexion sur voilà, l'impossibilité d'accéder au réel en dépit de l'attention, toute l'attention descriptive offerte par le cinéma analogique, est-ce que ça aussi c'était un peu en filigrane de vos recherches ou c'est moi qui ai projeté? Non, bah alors effectivement, il y a toujours des choses qui échappent aux créateurs des œuvres, et je suis très heureux de voir que vous avez une lecture qui va bien au-delà de ce qu'on a imaginé. Après, c'est bien Christopher aussi. Évidemment, je pratique le cinéma argentique depuis une vingtaine d'années. Tous les films ont été faits en 16 ou en 35 mm, donc je baigne de facto dans ce monde-là, tout en étant le directeur de l'Icône depuis une dizaine d'années et en passant le plus clair de mes journées à regarder des films, en étant très exposé à un certain nombre de films qui sont parfois, souvent, des travaux assez radicaux, des travaux en tout cas qui parlent des films eux-mêmes. Donc oui, j'imagine, je ne peux pas répondre de manière complètement affirmative à votre question, mais j'imagine que tout ce milieu dans lequel j'ai évolué depuis 10-15 ans a joué beaucoup sur cette problématique. Alors peut-être on peut repartir des plans, alors, juste pour faire un accord de transparence qui n'a aucun sens ici, mais on peut repartir de cette surprise quand même qui a intervenu à la fin, de découvrir que certains plans du fait viennent de l'abominable. Oui, alors c'est parce que j'ai utilisé plusieurs supports, j'ai utilisé du 16, de la vidéo, et en fonction, les paysages par exemple en 16, le retard filmé en 16, et donc j'ai développé au laboratoire traditionnel, mais aussi à l'abominable. Voilà, pour certains plans. Bon, sinon, que dire de... J'ai donc utilisé plusieurs supports parce que ça me paraissait évident que, comme Grunewald lui-même fait les transparences, fait des surimpressions, d'ailleurs, j'ai été assez étonnée dans le travail du peintre de voir que parfois j'utilise des termes en regardant ces peintures de cinéma, des arrêts sur image ou de l'animation dans les plis par exemple, et des ombres qui sont là, qui donnent beaucoup de vie au personnage, et plus ça va dans son travail, plus il anime les personnages. Et c'est à l'opposé par exemple des peintres flamands où c'est très très rigide quasiment, c'est des... on pose, alors que chez lui on pose pas du tout. C'est plus, c'est plus, il les prend comme ça dans le mouvement, quoi. Il y a du mouvement, il y a de la transparence, il y a des choses comme ça. Voilà, donc ça, c'est la parenthèse d'analogie au cinéma. Et sinon, il était évident, comme pour parler de ce spectre visuel, que pour parler de Grunewald, d'abord, si je l'ai fait, c'est parce que à un moment donné, j'ai vu la connexion avec la guerre des paysans, un thème que ça faisait longtemps qu'on en parlait, puisque c'est sur un territoire que j'ai habité, en Alsace, donc, et puis c'est sur toute l'Allemagne aussi que ça s'est joué. Et quand, à travers la conjonction
de ces deux choses, le peintre, sa peinture et le contexte, évidemment, que j'ai pu faire ce film, que j'ai eu envie de le faire. Parce que ça me paraissait évident que quand on parle d'une peinture, on parle aussi du peintre et de son engagement. Et que, comme en plus on ne sait pas grand-chose de ce peintre, il a peu de tableaux, mais alors quel tableau? Entre autres le retable d'Isenheim, dont on voit quand même pas mal de plans dans le film. C'était évident qu'il fallait voir un peu en creux et dans le contexte comment ce peintre a pu faire ces tableaux-là, quoi. Voilà, donc comme c'était un peintre engagé, puisque ce qu'on a retrouvé, les traces qu'on a trouvées le prouvaient, puisqu'il avait gardé des actes, des textes des révoltés. On savait, en plus, il avait été chassé de la cour à la fin, il a dû partir à Halle parce que justement il était engagé. Donc c'était très intéressant d'aborder son œuvre de ce point de vue-là, quoi. Voilà. C'est une enquête que vous avez menée sur quel temps? C'est pas une enquête, puisque bon... les quelques traces, en tout cas. Les traces, oui, je les avais, mais les traces, c'est... sur plusieurs années, j'ai voyagé en Alsace, je suis allée sur les lieux où ça s'est passé, parce que je pense que quand on montre le lieu, on doit sentir, si on le montre bien, j'espère qu'on sent ce qui s'y passe. Et donc je suis allée en Allemagne, j'ai fait le tour à Nuremberg, ou dans la maison Dürer, à Halle, à Würzburg, à Aschaffenbourg, un peu partout. J'ai suivi un peu les traces du peintre, là où je pense qu'il a pu passer, qu'il a dû passer, quoi, forcément. Voir vivre. Oui, ça c'était évident. Alors la seule chose, parce qu'on ne sait pas si quand il était compagnon, donc avant d'être vraiment un peintre reconnu, s'il a voyagé plus loin, s'il est allé en Italie, parce que on suppose, vu son travail, par exemple sur les plis, sur la peinture, sur les transparences, sur sa technique, que non seulement il avait lu les textes de Léonard de Vinci, mais qu'il a dû voir des tableaux de Léonard de Vinci. Ou alors c'est les élèves, il y a eu des rencontres, on ne sait pas, bon, on suppose. Mais il y a eu deux historiens, c'est Sandrart un siècle après, donc qui a fait l'erreur de le confondre avec un autre qui s'appelait Grunewald, parce qu'il ne s'appelle pas du tout Grunewald. Et puis plus tard, au 19e, où on l'a redécouvert, aussi un historien qui a cherché à savoir et qui a trouvé plus de traces. Mais qui lui-même a fait des erreurs parce qu'il s'est toujours basé sur cette confusion. Et d'ailleurs, j'ai appris tardivement, après avoir fait le film, que Sebald avait écrit d'après nature, et il avait écrit le premier chapitre sur Grunewald, sur l'homme. Il a fait exactement la même démarche. J'étais assez étonnée. Par contre, il a fait une erreur, à mon avis, c'est parce qu'il s'est basé justement sur un texte de l'historien Sandrart, qu'il a confondu avec Grunewald, donc il lui a attribué une épouse juive qu'aurait eu donc ce Grun, ce Matthias Grun, mais qui n'était pas Grunewald, et un fils qui serait mort bien avant, alors que ça, par contre, on a la preuve qu'il lui a survécu, puisque dans sa succession, on a la trace. Voilà. Mais donc ça m'a fait plaisir de voir qu'il avait fait cette démarche aussi, que ça l'avait intéressé, de prendre par le contexte, par l'histoire, pour essayer de comprendre le peintre. Voilà. Est-ce qu'il y a peut-être des remarques? Oui, est-ce que vous avez des questions? Par rapport à la manière dont vous filmez les peintures de Grunewald, c'est assez segmenté. Quel a été votre parti pris par rapport à ça? J'ai voulu montrer peu de peinture, mais je voulais montrer comment il peignait. Et donc, le retable est énorme. Il y a plusieurs volets, c'est énorme.
Tous les plans que j'ai faits, les plans larges, j'en ai utilisé On en a un. qu'un, ouais. Oui, j'en ai utilisé qu'un. Et par contre, j'ai préféré explorer pour passer des personnages, enfin, au paysage et tout ce qu'il a mis autour, quoi, plutôt que de montrer frontalement l'Annonciation. Voilà. Ce qui m'intéressait, c'était, parce que lui aussi, c'est ce qui l'intéressait, c'était quelqu'un qui travaillait dans le détail. Et aussi, on l'appelait le peintre botaniste, parce qu'il cherchait comme ça, il rajoutait des choses de la réalité, des herbes, des traces. Donc j'ai fait la même chose, je suis allée dans le détail, puis évidemment ça ne pouvait pas durer 5 heures pour explorer le tout. Et j'espère qu'on voit, par exemple, les peaux ou ces choses-là, oui, les plaies, et puis les transparences, les femmes qui ont ces voiles, ce qui l'intéressait, c'est qu'on voit à travers, ou qu'on voit l'ombre, par exemple, d'un cheveu, plutôt que quelque chose de très droit, bien peigné. Il fallait que ce soit un peu sauvage, quoi. Donc voilà, c'est un peu comme on explore un paysage aussi, quand on ne fait pas un plan fixe de l'ensemble. Mais aussi, Ça marche plus? il est mort. C'est pas grave, c'est vrai. Insister sur plus exactement, Non, il a débouché. partir des détails enfin de certains motifs et circuler, mettre tout en circulation, ça permet aussi de sans cesse circuler avec le monde, avec les autres phénomènes, avec l'histoire, alors que si on avait été toujours sur les cadres, en fait, sur la totalité de chaque image, c'était plus compliqué, je pense. Il y avait moins de porosité possible et de mise en mouvement, en fait, entre les images et le monde, parce que tu fais de Grunewald presque le porte-parole des révoltes paysannes, en fait. Oui. Le porte-image des révoltes paysannes, ce qui est une hypothèse, bien sûr. Oui, c'était tout à fait possible, parce que dans la région où il a peint, où il a travaillé, c'était très animé, il y a eu beaucoup de révoltes et il ne pouvait pas les ignorer, et il a forcément été, comme en plus on sait qu'il s'est converti, qu'il est devenu un luthérien, et qu'il a été chassé de la cour, donc il n'y a aucun doute là-dessus, quoi. Il a vraiment été... Et en plus, il y avait toute une circulation dans cette région-là, avec des échanges incroyables. C'était une époque assez riche, avec des circulations. Les gens voyageaient beaucoup. Erasme est allé en Angleterre, a rencontré Thomas More. Tout le monde se parlait, discutait. C'était très intéressant. Et il y a aussi une chose qui m'a déterminée à faire le film, c'est qu'il m'a semblé que cette époque, le basculement qu'il y a eu en 1525, le basculement de l'époque, dont Engels en a parlé d'ailleurs dans la révolte, la guerre des paysans, ça m'a paru assez similaire du grand basculement qu'il y a aujourd'hui. À l'époque, il y avait l'imprimerie, découverte du papier, la gravure. Donc là, je montre ce qu'on utilisait comme moyen de communication. Donc je l'intègre parce que c'est ce qui circulait entre les gens aussi, quoi. Les estampes. Grunewald n'en a pas fait d'estampes, contrairement à Dürer. Et Dürer était plus connu donc parce que ses estampes circulaient, se vendaient, s'échangeaient. Alors que lui, il se tenait à quelques dessins préparatoires. C'était jamais des dessins faits pour être montrés tels que. Donc c'était toujours, on les retrouve dans les peintures. Et donc je montre aussi ce passage de l'imprimerie qui a permis de diffuser toutes ces nouvelles idées dans la population, qui en a profité grâce justement à des gens comme Münzer, Luther, par exemple, tout ça, qui étaient des érudits qui les ont aidés à rédiger
les textes de revendication, quoi. Et aujourd'hui, le passage au numérique, ce changement aussi de L'arrivée d'Internet. Oui, il y a ça, et puis aussi, il y a vraiment une mutation qui se fait actuellement. On est en plein dans le changement, donc on n'arrive pas à savoir exactement de quoi il s'agit, mais c'est évident, quoi. Enfin, ça m'a paru évident, cette analogie, et je me suis sentie très proche de ce mouvement-là, quoi. Je peux dire un mot aussi, Ouais. ce que je trouve intéressant, enfin, pour rebondir tout à l'heure sur la question des formats et du fait que les deux films s'opposent beaucoup esthétiquement. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est, je ne sais pas si c'est un hasard, mais je pense pas, c'est le fait que tu aies précisément filmé les peintures et les gros plans à partir d'une caméra 16. Et on a beaucoup d'images qui sont des images de peau, des images de malades, des images de transparence, et la pellicule précisément rend parfaitement bien l'impression picturale, je trouve, dans le film. Et parallèlement à ça, ça n'a pas grand-chose à voir. C'est ce que je trouve aussi très intéressant, c'est la manière dont dans le film, dont tu as inscrit le territoire, à travers notamment toutes ces courtes séquences où on voit les éléments, la neige, la pluie battante, tous ces éléments qui caractérisent l'Alsace, les hivers rigoureux, etc. Ça, je trouve que c'est très très bien rendu dans le film, et ça donne contextuellement quelque chose de riche par rapport à la peinture de Grunewald. Ouais. Ce que je voulais, c'est justement, à l'époque, qu'est-ce qu'on avait comme autre trace? C'est les chroniques. Les gens tenaient, enfin surtout dans les abbayes, il y avait toujours un type qui disait le temps qu'il faisait aujourd'hui. Quel été c'était à voilà, et puis c'était très important parce que pour les récoltes, pour les vignes, tout crucial, ça, c'était crucial. Et donc on avait aussi ces chroniques qui sont présentes et qui rythment la vie et rythment toute l'histoire, quoi, à ce moment-là. Donc voilà, et comme j'aimais bien la neige aussi, et les chemins, en fait c'est comme une balade, comme une promenade, parce qu'à l'époque ils voyageaient beaucoup sur le Rhin, à cheval, à pied, on se déplaçait beaucoup, on allait voir sans problème, alors qu'on n'avait pas de voiture, mais on traversait l'Allemagne, on allait partout, quoi. Il n'y avait aucun problème. Il y avait beaucoup de circulation. Et j'espère qu'on sent aussi cette circulation dans le film. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? On n'a plus de micro, mais... On va crier. Je ne crois pas. S'il y en a pas, moi je voudrais ajouter une autre question, c'est que dans ce film, je trouve on sent, grâce à tout le travail matériel et aussi sur les objets, sur la documentation, sur les faits, sur les noms, il y en a tellement qu'on n'arrive pas à les retenir d'ailleurs tous. On a du mal à enregistrer. Mais donc tout cet apport, ce torrent de faits, en fait, de factualité, quelle qu'elle soit, qu'elle tienne à la peinture, à la nature ou aux guerres, je trouve que elle nous restitue de manière très très forte quelque chose d'une hypothèse sur ce temps, donc qui est si lointain. Et parmi ces phénomènes, celui qui est peut-être le plus profond en fait pour nous, enfin pour vous cinéastes en tout cas, qui est que c'est cette époque quand même où les gens pouvaient s'entretuer pour des conceptions différentes de la représentation. Donc c'est évidemment tout ce qui vient avec Luther, avec le calvinisme, etc. Et en gros, quand même, dans l'histoire des civilisations, en tout cas, on a ces deux époques, donc le 8e siècle, la Byzance, avec la querelle des iconoclastes et des iconodoules, et puis donc ce tournant du Moyen-Âge, où voilà, on est devant des civilisations où une conception d'image vous permet de vivre ou de mourir, d'être dans le monde ou hors du monde, dans la légalité ou dans l'illégalité. Donc pour nous, voilà, qui vivons immergés dans les images, je trouve que c'est des endroits qui restent totalement vivants, ce qu'on retrouve aussi avec certaines conceptions de l'État islamique.
Oui, on peut dire ça. Une version un peu moderne. Voilà, que nous, on est traversé par ça autrement, Voilà. avec d'autres lignes de crête et de fractures. Mais je trouve que voilà, dans le film de Gisèle, il y a aussi tout ça qui devient vivant, enfin, qui nous offre quelque chose de ces querelles sur les images très, très structurantes. Oui, ben ça c'est caractéristique effectivement d'un certain courant du protestantisme qui était complètement iconoclaste, quoi. Et ça a eu des conséquences terribles, mais en même temps, il y avait un énorme débat. Erasme était pacifiste, et donc quand Luther lui demande de venir pour le défendre, parce qu'il savait qu'il était contre la religion, le pape et tout ça, l'autre hésite parce qu'il veut pas, il lui reproche d'utiliser justement cette opposition pour faire la guerre, quoi. Pour vraiment, il fallait aller jusqu'au bout, quitte à tuer les gens pour faire passer des idées. Donc c'était vraiment, c'était important que ça y soit, quoi. Ça c'est clair. Ça, c'est clair. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions dans le public, je propose qu'on s'arrête là, Bien même sûr, malgré le côté passionnant de la conversation. Nous devons aller manger. Merci à tous Merci à tous. et Merci rendez-vous le 11 décembre.